Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Boris. C'est la deuxième séance de cette séquence qui s'appelle Toute notre histoire à la MC 93. Je m'appelle Patrick Boucheron. Je suis très heureux de la présenter pour donc la deuxième fois. La troisième, ça sera le 23 janvier 2021 avec Pierre Singaravelou. La première, c'était avec Anne Lafont, historienne de l'art, qui nous avait présenté Madeleine. Madeleine, c'est le premier modèle noir de l'histoire de l'art et nous avait présenté ce que ça veut dire au fond pour une historienne de l'art de faire vivre un corps qui avait été longtemps invisibilisé, de le faire reconnaître. Et c'est de ça dont il s'agit finalement pour ce cycle de conférences, toute notre histoire, c'est de peupler nos imaginaires. C'est au fond d'enrichir ce musée virtuel. On va parler de virtuel tout à l'heure, pour que notre histoire soit bien toute notre histoire. Et l'idée, au fond, à partir du moment où on se dispute sur les statuts qu'on doit déboulonner, eh bien, c'est d'en rajouter. Et au fond, ce plateau, eh ben, il est à la fois sombre et lumineux parce qu'en miroir. Et ce qu'on va voir en miroir, c'est d'une certaine manière se déployer toute notre histoire au fur et à mesure d'une séance l'autre. Eh bien, nous inaugurons de nouveaux bustes. Et là, c'est une sculptrice qui s'appelle Madeleine, elle aussi, Madeleine Calafel, qui a réalisé cette magnifique œuvre. Et puis, à la fin, on en aura d'autres. D'ailleurs, Boris, il faudra que tu nous dises qui tu veux voir. C'est vrai que c'est pas évident, vous m'avez demandé. Et je pense, en ce moment, Germaine Acconi fait des spectacles au Théâtre de la Ville online. Et puis j'ai pas mal travaillé avec elle. Elle est venue peut-être peupler certains événements, certaines expositions vivantes qu'on a fait ensemble. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et avant de savoir qu'il y avait ce premier buste de Madeleine, je m'étais dit, tiens, Germaine Acconi, voilà. Tu pourrais en dire alors un peu plus. Oui, bon, c'est une des grandes chorégraphes d'aujourd'hui, une personnalité qui a travaillé au départ avec Maurice Béjart, qui a cette école des sables au Sénégal, magnifique. C'est un très très beau projet qui, moi, et pas seulement moi, qui nous fait rêver parce que ça a commencé dans le sable, ça a commencé avec juste un toit et beaucoup de danseurs sont passés par là. Ensuite, ils travaillent en Europe, ils travaillent en Afrique, ils travaillent ici ou là. Et c'est une grande dame, en fait, qui a inspiré des générations de danseurs. Donc je me disais, alors elle est vivante, il faudrait lui demander si elle a vraiment envie d'avoir un buste. D'être statifiée. Pas sûr, elle pourrait refuser. Mais je me suis dit, dans une forme de panthéon personnel, ou je sais pas, j'aimerais bien la mettre. Voilà. Ouais. Mais évidemment, c'est très dur de choisir. C'est presque impossible en fait. Il faudrait un buste fait de 1000 profils. Souvent on fait l'histoire de la danse avec 10 noms, 20 noms pour le XXe siècle. Et moi j'ai l'impression que la danse est vraiment fait d'élan collectif, que finalement il faudrait 1000 noms. Il faudrait alors vous aurez à la fin de la série plusieurs bustes, mais c'est vrai que je rêve d'un buste fait de 1000 profils en fait. Mais tant qu'à en choisir un, avant d'arriver ici, bon, je suis en survêtement, je reviens de Savoie, des montagnes, j'ai même pas pu me changer. Mais et je me disais Germaine Acconi, voilà, Okay. Le Sénégal et une grande dame de la danse. Alors Boris Charmat, on est très content effectivement de se retrouver ici à Bobigny parce qu'en septembre, il y a eu une sorte de parenthèse enchantée entre le déconfinement et le reconfinement où on a pu jouer ici, où tu as pu jouer avec ta troupe La Ruée. On va en parler. Et c'était un moment d'une certaine manière qui nous rend presque nostalgiques parce que là, au moment où on parle, alors on enregistre cette émission le samedi 5 décembre. Elle sera diffusée à partir du mardi 8 décembre. Qu'est-ce qui se passera entre le 5 et le 8 ? En tant qu'historien ou chorégraphe, on ne sait plus.
Comment ça va en ce moment? Bon, Qu'est-ce que c'est que... On sait qu'il ne va pas se passer grand-chose comme chorégraphe Ouais. entre le 5 et le 8. Là, c'est ton spectacle du mois de novembre. Oui, c'est un peu c'est étrange parce que là, on est dans la grande salle de Bobigny qui est plongée dans le noir, donc on l'imagine. Bon, c'est une salle où j'ai été beaucoup plus spectateur que danseur de cette salle. Et évidemment, voilà, pendant 2 mois, tout est arrêté. Donc c'est un petit peu comme si ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mon seul spectacle pour 2 mois. Donc j'ai un trac fou, en fait, c'est bizarre. Mais en fait, j'ai eu de la chance en septembre-octobre, justement, d'ouvrir la saison ici à Bobigny, avec ce projet de la ruée, et d'avoir pu quand même danser beaucoup au Festival d'automne, à la fois au Châtelet, au Théâtre Nanterre-Amandier. Donc on a fait beaucoup de projets. Il y a eu un moment comme ça on a eu l'impression que les choses étaient sauvées. Et puis évidemment, comme pour tout le monde, ça s'est arrêté. Et comme pour beaucoup d'artistes, ce deuxième confinement était dur à vivre, en fait, même si on peut répéter. Donc on peut quand même accéder à des studios, contrairement au premier confinement. Moi, je vis à Bruxelles. J'ai des enfants qui ont le droit d'aller à l'école, donc je n'ai pas fait l'école à la maison comme pour le premier confinement, mais quand même, ça a été un coup un peu dur à vivre, en fait. Donc voilà, ça, c'est le seul spectacle de la période. Ouais, et ça pose... J'espère que vous allez être un bon partenaire, et moi aussi, du coup. On va essayer, oui. En plus, ce qui est curieux, finalement, c'est que la question de savoir si pendant cette période, on pouvait faire ou ne pas faire ce qu'on devait faire, c'est-à-dire notre art, et puis on va voir que c'est quand même différent, historien, chorégraphe, de ce point de vue-là, que, disons, l'empêchement n'est pas au même endroit, c'est que je trouve qu'on se posait la question de ce que c'est que le live. Au fond, au théâtre, certains théâtres ont pu se poser la question, on peut enregistrer. Est-ce que le live, c'est du direct ou est-ce que le live, c'est de la présence? C'est vrai que quand on discutait avant de se retrouver, je venais de voir Splendide de Genet, mise en scène par Arthur Nouziciel, dans une mise en scène Zoom. Oui, lui, il a fait l'expérience du direct. Et vous l'avez vu aussi. Et c'est très étrange parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas du tout fait j'ai pas enseigné online. Et pourtant, avant ce moment-là d'empêchement du spectacle et de l'enseignement, je rêvais de faire une école de danse par correspondance. Parce qu'en fait, en danse, on rêve toujours du contact, du studio, du toucher. Et je m'étais dit, mais on devrait faire une école uniquement par lettres, un peu comme il y a des romans par lettres, il y a les lettres persanes. Il y a plein de romans du XVIIIe siècle, des romans grivois aussi, évidemment. Et je me disais, est-ce qu'on pourrait faire une école de danse par correspondance, mais à partir du moment où la correspondance est imposée, évidemment, on ne peut plus se toucher, on ne peut plus se retrouver, on ne peut plus aller en studio. Alors ça me fait plus du tout rêver. Oui. Mais moi, j'ai vraiment quasiment pas participé à des formes de performance online, d'enseignement même à distance, contrairement à d'autres. Et ça m'a posé vraiment une question, cette mise en scène de Splendide de Genet. Déjà, ça m'a rappelé que je l'avais vu, c'était aussi au Festival d'automne, il y a très longtemps, mise en scène par Gruber. Et donc, c'était drôle de voir une mise en scène actuelle, là, aujourd'hui, par Zoom, en plein confinement, couvre-feu, confinement. Mais en fait, c'était en live. Et moi, tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais déjà vu cette pièce il y a très longtemps et que ça m'avait assez marqué. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est face à la pièce, face aux acteurs qui jouent online, mais évidemment, on est surtout en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire, comment regarder, qu'est-ce que ça nous fait d'être chez soi au lieu d'être au Théâtre National de Bretagne, qu'est-ce que ça nous fait d'avoir la lumière du couloir qui s'allume. Enfin, ça pose plein de questions sur jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors là, on est en présence, mais aussi à distance. Est-ce qu'on doit le faire en différé, ça pose plein. En fait, il y a ce qu'on fait
et ce qu'on a besoin de faire aussi pour continuer à faire quelque chose. Mais ça pose la question de qu'est-ce que vraiment on cherchait en faisant de la danse, en faisant de la mise en scène ou en faisant de l'histoire. Je me disais, alors pour les danseurs, c'est simple, on ne danse plus en public. Bon, pour un historien, je ne sais pas, c'est peut-être plus compliqué ce qui se passe. Est-ce que l'enseignement se fait différemment? Qu'est-ce que ça a fait pour vous, en fait? Et c'est pour ça que, justement, ce qui nous rassemble ce soir, c'est-à-dire la ruée, cette interprétation chorégraphique de l'histoire mondiale de la France, que j'avais eu l'honneur de diriger en 2017, et que vous avez donc créé d'abord, justement, au Théâtre National de Bretagne, au TNB de Rennes, et puis repris ici au MC 93. C'est ça, d'une certaine manière, qui nous rassemble. Alors, on pourrait peut-être en voir un premier extrait, ce qu'on voyait justement lorsqu'on entrait, c'était le 15 septembre, hein, c'est ça? Je me souviens pas, le 15 septembre à Bobigny, dans le hall, et on va le voir, c'est pas sans rapport avec justement la discussion qu'on avait eue avec Anne Lafont. J'en profite d'ailleurs pour dire que cette discussion avec Anne Lafont, elle n'a pas été enregistrée parce que c'était pas vraiment le projet de ce cycle Toute notre histoire, mais que Anne Lafont elle-même a parlé de ça dans un entretien qui est diffusé à partir d'aujourd'hui sur une revue numérique dont je m'occupe qui s'appelle Entretemps. Alors, je vais dire juste un tout petit mot. Pas sur le projet, mais juste sur le film, parce qu'en fait, c'est César Vessier qui a filmé. Alors, c'est infilmable, parce que c'est dans toute la MC 93, il y avait des gyrophares, bleu, blanc et rouge. On entend mal, on voit mal. Donc, il a fait c'est un film qui est en cours de montage, donc là, c'est juste des images brutes. Et voilà, qu'on va voir. Voilà. On en voit un petit peu. Voilà. Il a été très gentil, il nous les a passés. Pendant ce temps, les esclavagistes étaient derrière. Ils battaient les coups. Le soir, ils enlevaient des femmes, on allait les violer. Et moi, dans ce chapitre, on n'en parle pas trop, mais je pense que les femmes ont été violées. Ils ont été endoctrinés. Et donc, il fallait faire un sacrifice. Dans le livre, dans le chapitre 1791, plantation en révolution, ils ont décidé de faire un sacrifice. Le porc fait couler le sang parce que c'était important. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. C'est des choses que je questionne. Et une chanson qui m'a inspiré d'un artiste qui s'appelle Josh. Il dit... Bon, c'est Nadia Begré. Ouais. Qui travaille sur l'un des chapitres du livre, donc 1791, les plantations en révolution à Haïti. Alors c'est toute la force du livre en fait, hein, c'est on parle de la Révolution française, mais on voit ce qui se passe à Haïti. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Charles de Gaulle à Londres, mais en fait, sans Brazzaville, cette France libre n'aurait pas la force, même symbolique, mais aussi concrète. Hein, l'argent, les soldats, le territoire des colonies fait que la France libre continue d'exister, et pas seulement à Londres. Donc c'est Charlemagne à l'an 800, où en France, on parle 18 langues. Donc c'est vrai que c'est un livre qui nous déplace sans arrêt. C'est de l'histoire de France, mais c'est une histoire qui est faite de migration, qui est faite de langues croisées. C'est comme si la France existe et n'existe pas, en fait. Donc, dans ce projet La Ruée, alors ça paraît d'autant plus fou d'en parler aujourd'hui parce que c'est quand même une ruée de spectateurs aussi. Oui. Même si, bien sûr, en septembre, c'était pas non plus une ruée. La jauge était limitée, tous les spectateurs avaient des masques. C'était compliqué, mais on pouvait quand même le faire. Et l'idée, c'est d'avoir confié, dans le livre, il y a 135 chapitres, quelque chose comme ça, parce qu'il y a plusieurs, il y a l'édition poche. Alors maintenant, tout est en augmentation. Tout augmente. Il y a eu un Big Bang et depuis ça. Mais de confier en fait un chapitre, On appelle des artistes, donc là Nadia Begré, mais il y a une quarantaine d'artistes qui participaient, et chacun s'empare d'un chapitre à sa manière.
Et il y avait à la fois, je ne sais pas, toute l'école de théâtre du TNB qui était là, Michel Escaut, on peut le voir un peu plus tard, qui travaillait sur un chapitre sur 1973. La Horde aussi. La Horde, qui travaillait sur Michel Foucault est mort. Fanny de Chaillet travaillait sur ce même chapitre de la mort de Foucault. Des danseurs qui travaillaient avec moi, Sidonie Duret, Rémi Héritier, Jason Battu travaillait, Solène Wachter travaillait sur aussi différents chapitres comme ça du livre. Donc on était une quarantaine dans toute la Maison de la Culture à faire quelque chose avec ces chapitres, en les résumant, en les lisant vraiment ligne par ligne, en les commentant, en s'en emparant comme ça. Et bon, je ne sais pas ce qu'on aura le temps de voir vraiment, et je ne sais pas ce qu'on perçoit dans les images, parce que c'est vraiment une... c'est une installation. Voilà, c'est vraiment une installation. Déjà, c'est une installation de lumière, donc d'Yves Gaudin, faite de gyrophares. Qui s'appelle 12 France, d'ailleurs. Voilà, 12 France. J'ai trouvé ça... Oui, il a voulu nommer son installation comme ça, 12 France. Et puis, c'est ouvert pendant 3 heures, donc ça se visite vraiment comme une exposition. Les chapitres ne sont pas ordonnés. Dans le livre, on va de moins 34 000 à 2015. Là, c'est une jungle, on va dire, de chapitres. On passe en 1900, on passe avec la grotte de Lascaux, on repart en arrière. C'est très chaotique comme ça. Et en fait, chaque spectateur se fait son parcours et son paysage, finalement. C'est d'ailleurs ce qu'on espérait, hein, nous, les auteurs. Et l'éditrice, Séverine Nickel, qui est ici, c'est ce qu'on espérait. C'est que, d'une certaine manière, les lecteurs et les lectrices se fassent un chemin, deviennent les héros de leur propre histoire. Et donc, l'installation, le déploiement, l'étalement des corps, dans leur diversité, dans leur appropriation, voilà, dans leur jeunesse surtout, et on va y revenir. Pour nous, c'est un cadeau incroyable parce que c'est ce qu'on n'osait pas espérer, en fait. Et aussi de comprendre, on va le voir un peu tout à l'heure, que toutes les questions qui pouvaient paraître, disons, irritantes, sur ce livre, le rapport entre voilà, une histoire heureuse et malheureuse, une histoire optimiste et pessimiste, tout cela trouvait sa résolution évidente dans la ruée, dans la mêlée, dans le fait que voilà, on pouvait dire en même temps des chapitres sur Simone de Beauvoir et l'affaire Dreyfus, et que tout cela, d'une certaine manière, faisait sens. C'est important l'éclairage quand même. C'était quoi l'idée en fait de cette... Parce que c'est à la fois une fête foraine et une scène de crime. Il faudrait demander à Yves Gaudin. C'est vrai que, bon, je crois que... Parce que le livre est né après 2015, si je ne dis pas de bêtises. Hein, et pour moi, ça a été un vrai déclic comme ça. Les procès de Charlie Hebdo sont en train de se finir. Mais évidemment, ce n'est pas une période qui est close. Et ça a généré beaucoup de réflexion, d'énergie. Ça m'a donné envie de faire des projets très particuliers après ces attentats. Et je crois que l'édition du livre est aussi née un peu de ce moment-là. Et je pense que Yves Gaudin, à la lumière, bon, il le dirait autrement avec d'autres mots, mais j'ai l'impression qu'il voulait jouer sur le fait que bon, c'est un livre d'histoire. On fait une exposition avec des chapitres d'histoire, mais on est dans un état qui est, sans jeu de mots, un état d'urgence. On est dans un moment de fragilité, d'urgence, à repenser l'histoire, à savoir où on va, à se mettre ensemble, à affronter ensemble la colonisation, la décolonisation, le post-colonial, le féminisme, et qu'il y a quelque chose qui est à la fois fragile et tendu dans l'espace public d'aujourd'hui. Et je crois qu'il voulait représenter ça avec ses lumières. Moi, j'adore cette installation. On pourrait visiter le théâtre uniquement avec les lumières. Bon, évidemment, en plus, il y a 40 artistes qui s'emparent de ces textes, de ces chapitres, et qui se débrouillent avec une histoire qui est quand même compliquée. Hein, parce que oui, parce que Nadia Begré, par exemple, celle qu'on a vue, enfin on l'a juste aperçue, c'était long. Elle prenait effectivement en charge cette question non seulement
de l'esclavage, de l'émancipation, mais aussi du corps de la femme noire, et puis surtout du regard qu'on pouvait poser sur elle. Donc très exactement d'ailleurs ce qui était en question avec la Madeleine noire, telle que Anne Lafont nous l'avait exposée. On est vraiment sur cette ligne de crête. J'ai l'impression que les artistes, c'est aussi, à la fois c'est des passeurs de ces chapitres, mais finalement en s'intéressant à l'histoire qui est dans le livre, c'est aussi leur propre histoire qui se met à résonner. Et dans le cas de Nadia Begré, bon, c'est une des grandes chorégraphes de Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais elle est aussi elle trimballe des choses, quoi. Donc il y a ce chapitre. Elle se pose la question de pourquoi c'est elle qui s'occupe de ce chapitre-là, mais si c'est pas elle, c'est qui? Enfin, donc il y a un vrai mouvement de tension comme ça entre le chapitre et elle. Donc on n'est pas seulement en train de faire la mise en scène du livre, qui serait écouté. Alors il y a quelques chapitres qu'on peut entendre très bien, oui. Notamment celui de Fanny de Chaillet. La mort de Foucault, elle le dit, elle le lit parfaitement. Mais il y a beaucoup de chapitres qui sont, on ne comprend pas forcément tout, et les artistes finalement s'emparent de ce qu'ils peuvent et se dépatouillent, je dirais, avec l'histoire. C'est d'ailleurs ce qui me faisait un peu peur, parce que je me disais, si les historiens qui ont écrit les chapitres viennent nous voir, jusqu'où ils sont face à un chapitre déformé, à une image qui n'est peut-être pas aussi carrée que ce qu'ils aimeraient mais parce que avoir. Ça déborde. Voilà, ça déborde. Oui, mais ça, c'est un cadeau incroyable. C'est-à-dire que nous, on pensait faire un livre. Et l'idée qu'on puisse s'en délivrer, l'idée que, justement, un chœur, enfin plus exactement, une troupe de corps nous rappelle, en fait, c'est ça dont on pourrait parler aussi, Boris, de la question du corps, finalement, parce que, bon, pour un chorégraphe, c'est évident, mais pour des historiennes et des historiens, ça n'est pas tant que ça. Et au fond, entre 2017, le moment où on fait ce livre, et aujourd'hui, je pense que la question du corps de l'histoire et de celles et ceux qui l'écrivent ou qui tentent de la faire passer devient obsédante. Et que cette expérience-là, elle nous oblige aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous de 2017 à maintenant? Parce que vous dites les corps... Je pense qu'on était encore insouciants en 2017. On n'avait pas compris que, d'une certaine manière, on s'engageait physiquement dans cette histoire. On n'avait pas mesuré, au fond, l'importance de ce geste. Et on faisait moins gaffe à plein de choses. Aujourd'hui, justement, cette exposition, elle est beaucoup plus consciente. Je ne sais pas si je suis clair. La question l'histoire, jusque-là, on pouvait considérer qu'elle était créée par de purs esprits. Le corps de celles et ceux qui l'écrivent rentre assez peu dans l'équation. Il y a quelques exemples. Je ne sais pas, Antoine Debec, par exemple, qui écrit dans ce collectif, il a parlé de la marche, il a parlé de la souffrance, de la douleur, il n'a pas parlé de toutes ces expériences, mais de certaines quand même. Les historiens du passé, lorsqu'ils tombaient malades, il y a le cas de Michelet, bien connu, d'Augustin Thierry également, ils avaient une présence en fait de leur propre corps dans leur écriture, et puis ça s'est effacé, et aujourd'hui je pense que ça revient. Et ça revient justement collectivement. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait aussi voir. C'était dans les bas-fonds du théâtre, là où on entendait le 11 septembre. Ce qui est frappant, c'est que dans la ruée, chaque artiste a un chapitre, même quand ils sont en collectif. Par exemple, les étudiants du TNB, la Horde, ils sont plusieurs danseurs, mais finalement... Il y a quelques moments de cœur, on va dire, mais c'est plutôt quand même ce que chacun en fait avec un chapitre. Et néanmoins, ce qu'on fabrique, c'est vraiment du collectif. Et moi, c'est ce qui moi, j'adore l'entreprise du livre, en fait. Il y a la lecture du livre, mais le fait d'entreprendre un ouvrage avec 135 mains, ou 138 ou 140 aujourd'hui, de se dire, ça me paraît rare. Alors, il y a quand même, bien sûr, d'autres entreprises collectives comme ça, mais je me dis
voilà, d'essayer d'écrire collectivement une histoire alors qu'on voudrait un point de vue sur l'histoire de France, et en fait non, il y en a 135, il y en a 138. Ouais. Et en danse, j'ai souvent cherché ça, en fait. Il y a le spectacle qui a un titre avec le ou même les deux chorégraphes, les trois chorégraphes, mais on ne prend pas assez en compte les élans collectifs, le fait que, je ne sais pas, Trisha Brown, c'est une immense artiste, mais en fait, les danseurs de Trisha Brown fabriquent la technique de Trisha Brown, habitent sa danse, et au fait, on résume avec un nom, mais en fait, il y a beaucoup de corps différents qui participent à l'écriture d'un spectacle, d'un moment. Et c'est pour ça que vous avez voulu aussi travailler avec des amateurs parfois. Alors oui, et alors on l'a pas... Pas ici. Pas hein. ici, mais souvent, oui, souvent. Et c'est vrai que c'était aussi, quand on a commencé à réfléchir à ce projet à partir de l'histoire mondiale de la France, c'était la fin d'un cycle où pendant 10 ans, avec plein d'autres, justement, on a essayé de fonder et d'inventer un musée de la danse. Mm. Et notamment, on a fait ce qu'on a présenté là au Châtelet fin octobre, plusieurs formes d'exposition vivante. Une des formes, donc celle qu'on a présentée au Châtelet, s'appelait 20 danseurs pour le XXe siècle. On appelle 20 danseurs qui chacun présente finalement son musée, sa muséologie, ses archives. Et c'est vrai qu'on se disait en danse, il y a peu de musées. Il y en a quand même des musées de la danse, mais il y en a très peu parce qu'au fond, c'est le corps du danseur qui trimballe son musée. Quand on remonte une pièce ancienne, on a des partitions, on a des vidéos, mais le corps du danseur, c'est encore le meilleur outil, le meilleur espace de stockage en fait des danses. Et puis, parce que c'est pas seulement le design, je dirais, du mouvement, mais c'est vraiment le pourquoi on a créé ce geste-là, comment ça s'est passé, sur quelle touche sur quels paramètres on peut appuyer par rapport à tel geste, telle signification. Et dans le musée de la danse, dans 20 danseurs pour le XXe siècle, on travaille sur l'histoire de la danse. On va de Chaplin à Beyoncé, on va des pionniers de la danse moderne allemande au body art des années 70, aux chorégraphes européens des années 90, tout ça. Mais pour terminer l'aventure du musée de la danse, en tombant sur votre livre, je me suis dit, mais en fait, on va ouvrir, en fait. C'était la fin du musée, en fait. Voilà, on a terminé en faisant une expérimentation à partir de ce livre. Et je me disais, c'était une manière d'être encore plus clairement qu'avant dans la société, dans nos sociétés d'aujourd'hui, dans le fait de se questionner sur comment on va pouvoir être ensemble aujourd'hui, demain, après-demain. Et peut-être pour moi de passer d'un questionnement de comment on fait une collection dans le champ de la danse, comment on fait une muséologie dans le champ de la danse, comment on invente un musée de la danse, de se dire bon, ça fait partie du musée de la danse, ce projet, mais en fait ça annonce surtout la suite. C'est quel est notre terrain commun en fait, de réflexion, de pensée, d'action dans l'Europe d'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui. Et à l'aune de notre époque, là, là on est plongé dans la pandémie, mais ce livre, on sent qu'il est habité par les attentats, la question du musée français, la renaissance des nationalismes, le patriotisme, d'un modèle européen qui est fragile. On sent que ce livre, il s'écrit à ce moment-là, même si les chapitres, ils vont de moins 34 000 à 2015. Ouais. Tout n'est pas sur 2015, mais il est quand même écrit à ce moment-là. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, il y a un chassé-croisé, parce que nous, on ne pense pas du tout au musée, à la collection, au patrimoine, au palmarès. Mais évidemment, dans cette manière de se délivrer de l'ouvrage et de le décliner dans bien des formes, la danse nous amène justement à des musées imaginaires. On peut en voir peut-être un autre extrait. Toujours de la ruée. C'était... Le gouvernement donne son accord pour l'accueil de réfugiés, autant et aussi longtemps que nécessaire. Plusieurs générations d'associations travaillent de concert. L'évidence, partagée par toute la classe politique, de leur persécution et du devoir d'asile, a largement facilité l'accueil d'autres réfugiés latino-américains, puis des boat people asiatiques. Elle a permis à la France de se positionner brièvement à l'échelle mondiale comme une terre d'asile.
ils ne sont parvenus qu'à se couvrir de honte aux yeux du monde civilisé. La dénonciation des crimes contre les personnes, contre leurs biens et contre le patrimoine, au nom des principes de l'aide aux réfugiés, reconstruction des villes, villages détruits. Ce qui est en jeu, c'est naturellement l'assistance aux victimes de guerre et aux alliés français et belges. L'objectif dépasse largement le cadre français et touche à l'universel. C'est l'humanité commune et ses droits qu'il faut chercher à préserver dans un conflit où civils et combattants ont été atteints avec la même sauvagerie. Il baptise Lascaux, la chapelle Sixtine de l'art périgourdin. Avec Lascaux, le Périgord conquiert la première place du patrimoine artistique de l'humanité. Au milieu des tristes événements actuels, la découverte de Lascaux est non seulement un dérivatif, mais un réconfort pour la France. Dégradé, emprisonné, détesté, il obtient la révision de son procès en 1906 grâce au soutien inconditionnel de ses supporters. Là, on a entendu le 11 septembre 1973, on a entendu Lascaux. C'est vraiment des tout petits bouts. C'est Michel Lescaut qui s'est collé à 1973. Ouais. Entièrement, lui. Voilà, le chapitre entier. Le chapitre voilà, entier. Avec des mini-coupes, hein, je crois, Ouais. mais vraiment... C'est impressionnant, d'ailleurs, ouais. d'entendre le texte en entier. C'est très émouvant, surtout avec cet effort physique qui l'accompagne. Alors en plus, il est arrivé, il nous a dit, mais moi je veux le dire avec un hula hoop. Et je me disais, mais alors le hula hoop et Pinochet, Salvador Allende, l'accueil des réfugiés chiliens, je me disais, ça va pas du tout. Il me disait, si, tu vas voir. Et c'est vrai qu'il le faisait c'est la première image qu'on voyait, il le fait dans les dessous. Il le faisait sous nous, là, dans la forêt de poteaux des dessous. Et en fait, c'était très beau. Le hula hoop, bon, on a une image justement légère du hula hoop, mais en fait, c'est très dur à tenir, le hula hoop. Et puis, je trouve qu'il faisait tenir ce chapitre par le geste répétitif comme ça. Je trouve que c'était assez frappant comme ça. Et il était seul, alors que les autres, il y avait un chœur avec voilà, ça dépend. Alors, on à a la vu, fois Simone de Beauvoir, Lascaux, l'affaire Dreyfus. Lascaux, donc c'est Jason Batu alors Lascaux, en plus c'est en pleine Seconde Guerre mondiale. Moi, je trouve ça, dans le livre, il y a beaucoup comme ça de pas de côté, en fait, où il y a des événements qui ont lieu à l'intérieur des grands événements planétaires universels, mais qui nous disent aussi quelque chose. Donc la grotte de Lascaux, la découverte de la grotte de Lascaux en pleine Seconde Guerre mondiale, donc elle faisait ça. Et puis Rémi Héritier avec l'affaire Dreyfus. Ouais. Puis on a vu aussi Samuel Lefebvre. Il travaillait sur 2 chapitres, Samuel, à la fois sur 1900, l'exposition universelle, et puis 1914. Voilà, et on a vu aussi en extrait, je crois qu'on le reverra un peu plus tard, Salia Sanou, qui est sur l'exposition coloniale. Ouais. C'est un chapitre que vous avez écrit, c'est ça, hein? Ah non. Ah non, d'accord, je croyais, pardon. Parce que là, je regardais, je me dis, mais qui a écrit L'Empire aux portes de Paris 1931 ? Ça, c'est Pascal Barthélémy. Ah ben, ce nom n'y est pas, voilà, pardon. Mais justement, au moment où on a commencé à parler, ou
plus exactement, vous m'avez appelé pour me dire ce qui était voilà, pour moi très surprenant, que vous vous intéressiez à ce livre. Ce qui vous intéressait, c'était, je ne veux pas dire la numérologie, mais pas loin. Enfin, je veux dire la question du rythme, des numéros et des dates, quoi, des millésimes. Alors c'est vrai que ça paraît anecdotique par rapport aux questions historiques en fait, et de société. Mais au départ, ce qui m'a intéressé quand j'ai acheté le livre, c'était qu'il soit fait de dates. Parce que je préparais un spectacle qui s'appelle Infini, Ouais. Où je voulais qu'on fasse toute une partition de nombres, et que ces nombres, ce soit à la fois des nombres, des comptes de danse, parce qu'évidemment en danse on compte énormément, on compte en général jusqu'à 8, souvent les danseurs ont une sorte de partition de comptes dans la tête, on ne les dit pas, mais on compte la musique. Et finalement, c'est ce qui fait que les danseurs dansent ensemble. Souvent, c'est parce qu'on est ensemble pour faire 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. Et moi, j'ai toujours détesté compter. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un spectacle à faire à partir de nombres parce que les nombres nous ont envahis ces derniers temps. Ce n'est pas seulement les codes de carte bleue, c'est les datas, c'est le fait que c'est le langage informatique. C'est le fait qu'on doive sans arrêt faire des codes pour rentrer chez soi, pour tirer de l'argent, pour faire des virements. Donc les chiffres sont partout. Et les messages sont chiffrés aussi. Donc quand j'ai entendu parler du livre, ça m'intéressait parce que c'était l'histoire mondiale de la France, mais ça m'intéressait aussi parce que je me suis dit, tiens, mais on va pouvoir non seulement énumérer des suites de 0 et de 1, aller vers l'infiniment grand, l'infiniment petit, faire des maths, faire des comptes de danse, mais aussi passer dans des dates historiques. Donc je me suis dit, on va pouvoir, pendant notre pièce, s'arrêter à 1420, Jeanne d'Arc, et hop, réciter un chapitre, et puis continuer. Et puis en faisant les premiers essais autour de ce travail qu'on appelle Infini, je me suis dit, mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que moi, sur 1420, on va avoir juste Maud Le Pladec qui est dans le spectacle, qui va nous dire la chevauchée de Jeanne d'Arc. Et puis, on va enchaîner parce qu'on va très, très vite dans Infini. Par contre, en essayant de se coltiner les chapitres, je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai travail à faire, autre. Et c'est comme ça qu'est née La Ruée. C'est-à-dire, en fait, on va vraiment prendre le temps. On va pas passer les pages comme ça très vite, on va prendre le temps d'observer les chapitres et d'aller de la préhistoire à 2015 en prenant du temps. Et c'est comme ça que le projet de La Ruée est né. Mais au départ, c'est vrai que ça m'a plu, c'est un peu l'idée du carottage en fait. Il y a les calottes glaciaires, pour retrouver le climat, on ne défait pas tout le glacier, on fait un carottage c'est un prélèvement en fait. Et là, d'une certaine manière, il n'y a pas toute l'histoire de France. C'est déjà énorme, tous ces chapitres, le livre est énorme, mais il y a comme des percées à droite, à gauche. C'est très fragmentaire en fait, mais l'ensemble de ces fragments dit quelque chose de notre époque à nous. Oui, puis notre idée, c'était effectivement de ne pas faire un roman, mais disons plutôt un recueil de nouvelles. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, ça recommence avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnages. Alors certains reviennent, évidemment, mais globalement, il y a une narration qui est, d'une certaine manière, qui repart à zéro à chaque fois. Et là, pardon ? Non, je sais pas. Je sais que le livre a été accueilli avec beaucoup de polémiques, mais moi, c'est justement ce qui m'intéresse, c'est le fait de ne pas faire un roman national. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas une continuité, parce que l'histoire, elle est faite, et peut-être la danse aussi. On voudrait alors justement, c'est ça. On voudrait que l'histoire de la danse, je ne sais pas, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, on la racontait avec des filiations sans coupure, quoi. On a travaillé avec tel chorégraphe, on devient chorégraphe à son tour, on tue le père ou la mère, ça se développe. Et il y a des sortes de longs fils comme ça. Et il y a une mosaïque qui n'est pas du tout représentée traditionnellement en danse. Il y a vraiment une complexité qui, je trouve, est dans le livre, en fait. Parce que on accepte le fragmentaire. On accepte que ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas la Révolution française, c'est des endroits, des nœuds en fait, à l'intérieur de la Révolution française, à l'intérieur de la Commune de Paris. On prend un angle de vue qui vous paraît, mais qui du coup nous, lecteurs, nous paraît intéressant et nous oui, mais ce qui est mystérieux, c'est que évidemment, ça crée, l'installation, La Ruée, disons, complique encore, rend parfois plus difficile
disons, l'intelligibilité de détails, parce que voilà, il n'y a pas tout. Certains textes sont interprétés, d'autres sont dits, certains sont juste suggérés. Mais en revanche, il y a une sorte de compréhension d'ensemble qui ressort. Donc ça, c'est mystérieux quand même. Enfin, je veux dire, l'intelligibilité de la danse. On peut peut-être voir un autre extrait, puis on en parle, parce que j'aimerais bien quand même... Je le vois, mais je ne comprends pas ce que je vois, en fait. Prendre la mesure de ce que fut réellement la Première Guerre mondiale. Aucun secteur de l'ancien front occidental ne concentre une telle diversité de cimetières militaires de nombreux pays. À quelques kilomètres de la ville d'Albert, l'imposant mémorial de Tiban, dédié aux 72 000 disparus de l'Empire britannique, domine tout le paysage. Nul ne songerait plus à écrire l'histoire de la Première Guerre mondiale uniquement du point de vue national, comme on étudiait autrefois les indentations créées par la saignée de 14-18 dans la courbe démographique française. La Grande Guerre ne se résume pas non plus à une guerre civile européenne, même si la quasi-totalité des 10 millions de morts militaires furent tués en Europe. À cette étape, les combats ne se limitent déjà plus au seul terrain de combat européen. Dès les premiers jours du mois d'août 1914, Français et Britanniques ont profité du début des hostilités avec l'Allemagne pour attaquer ces colonies du Togoland et du Cameroun. Entre 1914 et 1918, 270 000 soldats sont recrutés en Afrique du Nord, 189 000 en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, 49 000 en Indochine et 41 000 à Madagascar, subissant des pertes équivalentes à celles de l'armée métropolitaine. C'est par l'afflux des exilés que la situation politique chilienne a le plus profondément marqué la société française. Notons par leur nombre, ils furent environ 10 000. La quasi-totalité ayant demandé et obtenu le statut de réfugié politique, que par la mobilisation collective et le consensus public qui ont permis leur accueil, la qualité de leur prise en charge et l'implication de l'État. Le gouvernement donne son accord pour l'accueil de réfugiés autant et aussi longtemps que nécessaire. En fait, bon, c'est en vous parlant, je me dis, parce qu'on imagine souvent la danse comme étant l'art de l'immédiat. On dit que c'est éphémère, que chaque geste est unique, que si je danse demain, c'est différent, qu'on surfe. On surfe sur moi, je fais de la danse contemporaine. On surfe sur un fil qui est le présent, quoi, c'est la manière la plus artistique d'être au présent. Et en fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'au contraire, on fait de la danse, on est pris dans un étau social. Si on est un petit garçon, on ne fait pas de danse. Si on est une petite fille, c'est bien de faire de la danse. Mais ce n'est pas un métier, par contre. On est pris dans des raies comme ça qui sont pas du tout
sublimes, mais qui sont faits d'histoire, qui sont faits de couches d'éducation. Bien sûr, la danse permet de rompre la glace, hein, de rencontrer dans un bal son ou sa future mariée, etc. Mais qu'il y a des couches d'histoire en fait, qui sont à lire en danse, parce que c'est ce qu'on disait au tout début de cette conversation avec Nadia Begré. Elle touche à un chapitre qui est la révolution en Haïti, la révolte dans les plantations pendant la Révolution française. Mais elle le fait avec son corps, avec son histoire, avec son passage de la Côte d'Ivoire au sud de la France. Et au fond, il y a beaucoup d'histoires à lire dans les corps. Ça, c'est l'histoire de la mémoire. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, moi, j'ai l'impression que je ne fais pas de la danse juste parce que j'avais envie de faire telle pirouette ou tel tour sur la tête ou tel saut. Même si j'adore transpirer en studio, j'adore faire la fête, j'adore... mais qu'en fait, par la danse, on peut toucher à beaucoup d'autres domaines et qui sont aussi dans l'ADN de la danse. Et c'est pas comme si tout d'un coup on se dit tiens, on va s'intéresser à un bouquin d'histoire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? C'est qu'en fait, quand on travaille avec Salia Sanou, qui est ce grand danseur qui travaille entre Ouagadougou et la France, c'est pas seulement une affaire de mouvement, de beauté, de musique, de rythme. C'est ça, mais c'est une manière pour moi d'être aussi face à l'histoire, mais avec du rythme, avec de la musique, avec du mouvement, avec des regards, une langue, un corps. Mais il y a de l'histoire, il y a du social, il y a de l'économique, et au fond, dans ce projet La Ruée, c'est juste une manière de le rendre encore plus visible, en fait, de le rendre encore plus évident. Donc à la fois, on travaille, non pas pour vous, mais avec le livre. Et en même temps, bien sûr, c'est pas seulement la danse qui regarde l'histoire, c'est aussi l'histoire qui regarde la danse, en fait, et les danseurs. Et moi, je trouve ça c'est très émouvant. On l'a pas vu là en vidéo, mais Solène Wachter, qui a peut-être 25 ans, 26 ans, qui est très jeune, mais qui s'attaque, entre guillemets, au chapitre sur Simone de Beauvoir. Ouais. Et je me souviens qu'au tout début, elle me dit je voudrais bien prendre ce chapitre. Je dis non, mais attends, c'est Simone de Beauvoir. Là, c'est... elle dit bah oui, quoi. Et en fait, c'est très beau, la manière dont les corps peuvent s'emparer, en fait, et transpirer de chapitres qui sont complexes aussi. Et en fait, je trouve qu'en danse, on a peut-être une image qui est un peu spectaculaire de la danse, en fait. On prend une photo. Mais en fait, il y a beaucoup de couches accumulées. Et le livre, le fait de travailler sur le livre nous donne l'occasion de quelque part montrer ces couches accumulées de danse dans le corps, en fait. Donc il y a vraiment une question entre l'histoire et la danse, bon, c'est pour ça qu'on est là ce soir, qui n'est pas simple, mais qui préexiste, en fait. C'est pas parce qu'on fait tout d'un coup un projet sur un livre d'histoire qu'on va toucher à l'histoire. En fait, il y a déjà beaucoup d'histoires, sauf que là, ça nous permet de le rendre visible. Et par rapport à votre question de juste avant qu'on regarde l'extrait, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on rentre dans la MC 93, on entend des bribes des chapitres, on voit mal, on est un peu perdu, c'est sombre, on est perdu dans le bâtiment, on va dans les dessous, on monte. Donc c'est comme si le message ou les messages du livre sont brouillés, mais dans ce brouillage, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui, tout d'un coup, il y a une odeur, on touche à quelque chose qui, ça prend du sens, même si on en perd en partie. On accepte de perdre une partie du sens, mais il y a une sorte de paysage mental que chaque spectateur, enfin visiteur, spectateur, peut se reconstruire dans ces bribes. Et au fond, moi j'ai l'impression que le livre est déjà comme ça. C'est déjà un livre énorme, mais qui est quand même seulement des bribes. Parce que pour faire l'histoire de France, ou en plus l'histoire mondiale de la France, il ne faut pas 800 pages, il faudrait 18 000 pages. Donc c'est déjà fragmentaire. Et ce qu'on fabrique dans La Ruée est encore plus fragmentaire, on va dire, parce qu'il n'y a même pas tous les chapitres, il n'y a que des bouts de certains chapitres. Mais quand même, en étant dans un paysage sonore et physique qui va de la grotte de Lascaux
à l'affaire Dreyfus, je sais pas, de la Coupe du Monde de football 98 à la Première Guerre mondiale, même si c'est des bribes, il y a quand même quelque chose en nous, en chacun, qui peut se reconstruire, se modifier et se questionner. Ouais. Mais justement, j'ai une série de questions pour terminer cet entretien. C'est moi, j'avais plein de questions, j'ai pas posé de questions. Mais bon. Bon, parce que ce livre, comme vous le dites, non seulement il se termine en 2015, mais il commence aussi en 2015, puisque c'est à partir de 2015, au moment où effectivement, dans cette scène post-attentat que la ruée donne à voir et à ressentir, que tout s'invente. Donc, effectivement, on peut l'épaissir, on peut intercaler de nouvelles dates, on peut l'augmenter, mais on ne le prolongera pas. En tout cas, pas nous. Il s'arrête en 2015. Parce que ça serait très mensonger, en fait, de dire 2017 et puis 2020. Bon. Mais du coup, c'est quoi la prochaine grande aventure collective? Ça, je sais pas. Ça, on verra. Bah, moi, je suis venu pour ça, quoi. Non, mais on verra. Mais juste, déjà, c'est pas rien quand même d'essayer de comprendre la manière dont les gens comme vous comprennent ce qu'on a fait. Ça demande du temps et de l'énergie et de l'attention que d'accompagner ça. Bon. Et justement, sur aujourd'hui, par exemple, c'est ça ma question. Qu'est-ce que la danse, en tant que je comprends bien que c'est de l'histoire incorporée, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'on vit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un danseur qui ne danse pas, enfin qui ne danse pas en public, d'abord, qu'est-ce que c'est? Moi, par exemple, pour m'aider. Pour aider. Quand j'étais petit garçon, je regardais des spectacles de danse, et j'avais une phrase que j'avais lue, ou plus probablement que j'avais entendue, de Mallarmé. La danseuse n'est pas une femme qui danse. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Je croyais que ça voulait dire qu'en fait, une danseuse, même quand elle ne danse pas, elle est danseuse. Bon, je crois que ça veut dire l'inverse. Ça veut dire en fait que la danseuse, quand elle danse, elle est la danse. Elle n'est plus elle-même. Enfin, c'est ce que effectivement Mallarmé pensait comprendre de la danse en regardant, par exemple, une artiste dont on parlait tout à l'heure, Loie Fuller, qui est un personnage extraordinaire, qui est à la fois une femme orchestre, on va dire, qui, au tournant du 19e et 20e siècle, au music hall davantage qu'à l'opéra d'ailleurs, met en branle à la fois une technique avec des lumières, c'est très proche de ce qu'on a vu. Hein. Et puis une certaine manière, effectivement, de s'oublier en dansant. J'en profite pour dire que tout ça, je l'ai lu dans la nouvelle histoire de la danse, qui est parue aux éditions du Seuil, et que je vous donne. Voilà, donc ça, comme dans toutes les bonnes les anciennes émissions littéraires, on donnait... J'entendais parler de cette... Voilà, ça, c'est une vraie aventure collective. Ça, c'est une aventure collective. Ultra nécessaire, c'est de faire une nouvelle histoire de la danse. Moi, j'ai encore des cauchemars, des peu de livres sur l'histoire de la danse qu'on nous faisait étudier à l'école de danse de l'Opéra de Paris. C'était un vrai cauchemar. Hein. L'histoire de la danse s'arrêtait à Béjart. C'était très, très... Pour moi, qui adorais le XXe siècle, c'était très compliqué. Donc voilà. On avait besoin de s'arrête à vous. Hein, d'ailleurs, la dernière page, c'est sur Boris Charmat. Je ne veux pas vous gêner, mais c'est ça. Donc cette question, voilà, par exemple, la danseuse n'est pas une femme qui danse, et le danseur qui ne danse pas est-il encore danseur? Voilà. Bon, il y a deux petites réponses rapides, mais c'est que moi je fais de la danse, mais en fait c'est parce que je suis danseur qu'on se parle aujourd'hui. Et c'est quand même très bizarre, c'est-à-dire qu'on fait de la danse parce qu'on aime bouger, il y a plein de raisons en fait. Mais c'est parce que je suis devenu danseur que je me suis mis à écrire,
lire, discuter, être là aujourd'hui, répondre à des journalistes. Et au fond, moi j'étais un ultra timide qui ne parlait pas. Et en fait, la danse m'a amené, je ne sais pas si je parle bien ou pas, mais à parler, à écrire. Donc parfois on a une image de, par exemple, la danse comme activité physique. Hein, c'est là où, qu'est-ce qu'est la danseuse? Une femme qui danse? Est-ce qu'elle est la danse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, faire de la danse, ça m'a amené à me questionner là-dessus, et à parler, et à argumenter, et à discuter, à rencontrer plein de gens, à vous rencontrer, mais à rencontrer des livres, à en écrire, à dialoguer. Et du coup, moi, j'aime bien l'idée que cette danse, c'est une sorte de paysage mental, en fait. C'est un espace mental, que ça vaut le coup d'y rentrer, parce qu'à l'intérieur de ça, on peut trouver des chemins vers le cinéma, vers la littérature, vers la politique, vers l'histoire, et que c'est pas un espace sublime en dehors de tout, même si certainement en dansant on sublime l'amour, qui est peut-être moins sublime que ça, on sublime la paix, alors que la danse est très liée à la guerre, on sublime plein de choses, mais c'est aussi un espace mental qui nous permet aussi de re-rentrer ou de se... En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a permis de me découvrir aussi parlant, écrivant, lisant, alors que j'étais danseur. Donc voilà. Et puis par rapport à la période d'aujourd'hui, c'est très bizarre parce que évidemment que la Covid, moi je dis toujours le Covid, mais la Covid attaque des personnes âgées, attaque pas les danseurs en premier lieu, au sens je ne suis pas à l'hôpital, je ne connais pas d'amis danseurs qui soient jeunes, qui soient décédés. On pourrait dire les danseurs sont en bonne santé, ce n'est pas les premiers touchés par le virus d'un point de vue physique comme ça, même si j'ai quand même des amis aussi qui ont vraiment souffert de la maladie. Mais par contre, on a l'impression que la nécessité de la distance sociale, le sanitaire, le masque, le fait de toucher à la respiration, au contact entre les gens, on a l'impression que ça s'attaque à une sorte d'ADN du danseur et du spectateur qui est justement dans le toucher, dans le mouvement, dans le fait de se rassembler. Moi, je travaille énormément sur le fait de faire des assemblées chorégraphiques, il y a des assemblées citoyennes. Et j'ai l'impression qu'il y a un territoire, un terrain comme ça très intéressant sur pourquoi s'assembler en fait, pourquoi les corps s'assemblent, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et pas seulement face à un spectacle, mais vraiment à l'horizontale. Et bon, ce virus nous casse cette dynamique-là, empêche ça. Donc c'est comme si la danse, parce qu'il y a quand même un ADN du danseur avec du toucher, avec une perméabilité entre les corps, c'est ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Il faut se protéger, il faut s'éloigner, il faudrait avoir des tenues de cosmonautes vraiment pour danser ensemble. Donc, et ça pose question, mais c'est, je crois, du coup, ce qui fait que la danse a quelque chose à faire et à dire de ce qu'on vit. Peut-être ça a quelque chose aussi pour, non pas nous guérir ou nous soigner, mais peut-être nous remettre en mouvement, nous apaiser aussi à certains endroits, nous faire rêver, simplement, nous faire désirer une suite. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, même si les règles sanitaires sont un coup près. C'est un coup près, les théâtres ferment, les danseurs ne peuvent plus danser, donc on est face à un désastre. Mais j'ai aussi l'impression que, justement parce que le virus et la danse fonctionnent très mal ensemble ou ne peuvent pas travailler ensemble, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec la danse pour vivre quand même dans son couloir, dans son salon, on est en prise à la pauvreté, au chômage, à l'incertitude. Ça peut faire du bien de bouger, même si on est seul dans son salon, de faire la fête quand même, de penser ça, et puis du coup de préparer l'avenir. Voilà, donc c'est le versant optimiste. Le versant pessimiste, c'est quand même que c'est très très dur économiquement. Bon, pour moi, pas trop. Le gouvernement a fait quand même pas mal pour l'accompagnement du chômage, pour essayer, mais de ne pas pouvoir danser en public, mais aussi juste en se rassembler, faire la fête, danser, préparer, et puis l'économie de la culture est plus que secouée, donc ça c'est très compliqué. Mais voilà, quand même, j'ai l'impression que la danse a quelque chose à faire dans cette période, en fait. Un peu de même qu'après les attentats de 2015, j'ai eu le sentiment que la danse avait quelque chose à faire dans l'espace public, parce que l'espace public était
abîmé par la peur. On est habité par les peurs et les angoisses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire dans l'espace public avec la danse, non pas pour fuir les angoisses ou pour empêcher toutes les peurs, mais pour au moins s'y confronter. À Berlin, on présentait des danses syriennes, il y a des gens qui détestent ça. Mais, donc c'est pas seulement un espace de consensus, la danse, mais c'est quand même un espace qui est possible pour réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà. Et avec le virus, j'ai l'impression que la danse est aussi un médium qui peut nous remettre en mouvement. Enfin, j'aimerais bien en tout cas. Super. Ben, merci beaucoup. Je crois il est l'heure de se quitter. Okay. C'est curieux parce que d'une certaine manière, c'est vrai qu'en engageant ce dialogue, on se disait finalement, oui, la danse, c'est ce qui est le plus affecté directement, évidemment, génétiquement, si on vous entend parler de l'ADN de la danse par la situation sanitaire. L'histoire, c'est ce qui le serait le moins, parce que peut-on croire, au fond, on a des livres, on a du calme, on a de la solitude, on peut très bien continuer nos affaires, mais en fait, pas du tout. Donc ce que je comprends, c'est qu'un danseur... parce que moi, j'ai l'impression qu'on a dit aux chercheurs, aux écrivains, aux historiens, c'est bien, vous êtes confinés, là maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez l'écrire, le prochain chapitre, voilà. Le prochain livre. Et en fait, pas du tout. Voilà. Et je pense et c'est pour ça que, justement, c'est ça que cette conversation nous ramène à nous, c'est-à-dire qu'elle nous ramène dans notre condition d'habiter un corps et de tenter de ne pas l'habiter en passager clandestin, enfin de l'habiter vraiment. Et aussi de faire corps, c'est ça le projet de notre histoire, de toute notre histoire, c'est-à-dire effectivement de se souvenir de ce que c'est que de s'assembler et de se rassembler. Donc on continue. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.